Donc je m'appelle Vincent Dupont. Je suis effectivement actuellement responsable du pôle scientifique au sein du service du chemin des dames et de la mémoire. J'ai commencé à travailler sur 1940, alors que j'étais mon précédent poste de chargé d'études scientifiques. S'est battue. Elle était totalement débordée et elle a usé toutes ses munitions, mais elle s'est battue. Meine Herren, morgen wird angegriffen. Nächste Karte hier. Monampole, Kanal, Oas, Ehen. Hoffentlich sehen wir uns morgen früh bei Sonnenaufgang oben am Schneiderland. Doch, auf Wiedersehen, meine Herren. On imagine aisément le poids que ça peut être pour la propagande, hein. Prendre le chemin des dames. 14-18, ça avait déjà pas mal fait couler du sang. Donc voilà, hein, ici c'est un petit film, un extrait de film qui me paraissait important de montrer, parce que certes c'est de la propagande, hein, clairement, mais on voit des impacts des explosions d'obus. Donc c'est-à-dire qu'ils n'ont pas tourné en faisant exploser leurs propres obus à 10 mètres de leurs hommes. L'armée française, dans le secteur où a été tourné ce court extrait, a tiré 15 000 obus en un jour. C'est tout ce qu'ils avaient dans les casiers. La bataille de France dans l'Aisne, mai-juin 40. Quand j'ai commencé à travailler sur ça, j'ai fait comme tout le monde, hein, j'ai commencé par ouvrir un Jean Alade, parce que c'est tout ce qui existait depuis des décennies. Et on s'aperçoit que petit à petit, en croisant avec les sources, il y a à peu près que 10 à 15%, c'est des bonnes bases, hein, mais on a tellement plus à découvrir et à trouver et à mettre en valeur. Et c'est pour ça qu'on a travaillé sur ce sujet et qu'aujourd'hui, nous sommes en capacité d'en parler, de cette bataille de France dans l'Aisne. Alors, depuis plusieurs années, effectivement, nous travaillons sur ce sujet.
je ne vais pas vous mentir, à l'occasion des commémorations des 80 ans de la bataille de France, a permis d'avoir du temps, vraiment il faut le dire, parce que c'est du temps de travail, de rechercher, d'écrire, de réfléchir sur ce sujet. Et depuis 2020, véritablement, on a eu quand même pas mal de possibilités d'avoir du temps pour travailler sur ce sujet, d'en apprendre davantage, et de compléter un peu d'informations qui étaient auparavant très lacunaires, comme je le disais. Parce que c'est un sujet qui est extrêmement vaste, il faut le dire aussi, mais il mérite qu'on s'y intéresse, puisque aujourd'hui encore, on peut le dire, cette bataille de France, c'est la défaite militaire probablement la plus brutale, la plus importante, la plus traumatique qu'ait vécue la France, du moins au moment de l'histoire contemporaine. Et malheureusement, ce qu'on retient des combats de mai-juin 40, c'est souvent déformé par le poids des événements qui suivirent, par les représentations parfois trompeuses qui lui sont encore associées. Et le département de l'Aisne, dans cette bataille de France, il est au cœur en fait des combats. Avec les Ardennes, on peut dire même que c'est le pivot de toute la campagne allemande de mai-juin 40, ce qui va entraîner près de 4 semaines de combat dans le département de l'Aisne. C'est un département qui va être touché donc par l'invasion, par les combats, et qui, quelque part, ces combats vont toucher à la fois son territoire, puisque c'est le théâtre des combats, mais ces combats de mai-juin 40 vont aussi toucher sa population, qu'elle soit civile ou militaire. Et j'y reviendrai là-dessus. Les Axonnais et les Axonnaises, en fait, qui ont vécu cette bataille de France, ont une chose en commun, en général, sur cette bataille de France, et on n'en sait pas grand-chose. On n'en sait pas grand-chose parce que, voilà, qu'est-ce qui s'est passé dans les villes, dans les villages de l'Aisne? On n'en sait pas grand-chose. Tous ceux qui peuvent encore aujourd'hui témoigner, ils étaient encore tout jeunes enfants à l'époque. Tout ce dont ils peuvent témoigner, c'est de l'exode. C'est des familles jetées sur les routes, qui tentaient de rejoindre la Mayenne, pour la plupart. On ne peut pas leur en vouloir de ne pas avoir voulu rester. Leurs parents, généralement, avaient aussi connu l'occupation de 14-18, donc ils n'avaient pas envie de revivre ça. Donc, une grande partie du département est sur les routes. Les hommes mobilisés sont partis ailleurs. Il reste qui pour savoir ce qui s'est passé? En fait, c'est ça le fondement même des combats de mai-juin 40 dans l'Aisne. On n'en sait pas grand-chose, parce qu'il y a peu de personnes pour dire ce qui s'est passé. Et quand ils rentrèrent, c'est toujours ça en tête, c'est mon grand-père qui revient à Wassigny en Thiérache, au mois de novembre 1940. Il y avait une baïonnette sur la table de la cuisine, il restait une cuillère. Et qu'est-ce qui s'est passé dans le village? Lui, il était parti le 13 mai 40, donc entre les deux, personne ne peut savoir ce qui s'est passé. Parce que personne n'était là pour en témoigner, pour s'en souvenir. Tout ce qu'on voit, c'est des destructions quand on rentre chez soi, des impacts sur les pignons des maisons, impact français, impact allemand, qui pourrait le dire. Mais à partir du moment où on part du principe que le pays est envahi par les Allemands, de facto, c'est peut-être des destructions causées par les Allemands. C'est une réflexion assez rapide que les gens se font. Et du coup, on imagine assez mal que ce soit l'armée française qui ait pu se battre à l'époque. Quelque part, cette idée va persister, discréditant un peu le courage des 1,7 million d'hommes qui étaient partis vers l'Allemagne en captivité, et qui pourtant, pour la plupart, s'étaient bien battus. Donc cette défaite militaire de la France de mai-juin 40, elle est ainsi restée très longtemps dans la conscience collective, réellement attachée au fait que l'armée française, en fait, elle n'avait pas pu se battre, elle n'avait même pas tenté de résister ou de faire son devoir, ce qui était totalement faux, évidemment. Alors, vous le savez, la langue française, elle est belle et riche. J'aime beaucoup la langue française. Et au cours de cette conférence, j'espère que vous allez comprendre que défaite et débâcle, c'est deux termes très différents, contrairement à ce qu'on a longtemps cherché à faire croire. Et d'ailleurs, pour commencer, avant d'aborder la bataille de France dans le département de l'Aisne en 1940 à proprement parler, sur son territoire, il me paraît important de faire une parenthèse pour vous parler des hommes qui, pour beaucoup, je l'évoquais il y a une seconde, prirent le chemin de la captivité pendant 5 ans, tandis que d'autres virent leur nom s'inscrire aux côtés de leurs pères sur les flancs des monuments aux morts axonnés. Je veux parler des hommes mobilisés dans l'Aisne en 1940. En 1939, pardon. Hop, hop. Alors, petite parenthèse donc, sur les hommes qui ont été mobilisés dans l'Aisne en 1939, parce qu'il faut en parler. La mobilisation générale, donc c'est le 2 septembre 1939, rappelons-le.
Quand on est dans l'Aisne, on doit rejoindre à l'époque un centre mobilisateur. Donc vous avez un centre mobilisateur d'artillerie à La Fère, avec un détachement à Laon, et vous avez un autre centre mobilisateur d'infanterie à Soissons, avec un détachement à Laon et Hirson. En somme, un homme actionné et mobilisé en 1939, il doit rejoindre le régiment auquel il a été assigné, et ensuite, son régiment va rejoindre l'unité et l'affectation de cette unité dans le plan de bataille de l'état-major français. Donc, dès la mobilisation, et durant toute la drôle de guerre, vous avez des hommes qui vont partir vers d'autres secteurs du front, vers la ligne Maginot, vers le nord, et d'autres unités aussi, c'est important de le rappeler, hein, parce que ça fait partie de l'histoire, durant cette drôle de guerre, vont stationner dans l'Aisne. Le corps de cavalerie, par exemple, hein, qui est du côté de Bourg-en-Vermandois et Frénol-Grand dans le nord du département. À Bourg-en-Vermandois, vous avez l'état-major de la première armée. Je vous renvoie au témoignage de Marc Bloch, Étrange défaite. Vous allez avoir beaucoup d'unités qui sont installées dans l'Aisne pendant cette période de la drôle de guerre. Vous avez l'état-major de la 9e armée à Vervins. Bref, vous avez beaucoup d'unités qui stationnent dans l'Aisne, prêts à intervenir en Belgique au moment où l'invasion arriverait. Et l'invasion, elle finit par arriver, donc. Alors, et des unités vont devoir y faire face, des unités où il y a des actionnés. Je le rappelle, pour mémoire, vous avez plusieurs régiments où on trouve des actionnés qui ont rejoint diverses unités. Des unités du secteur fortifié de Montmédy, donc des régiments d'infanterie de forteresse, qui vont se retrouver assez vite confrontés à l'invasion allemande à partir du 10, 11, 12, 13 mai 1940. Vous allez avoir aussi le 45e régiment d'infanterie de Laon, 124e régiment d'infanterie qui vont entrer dans la composition de la 4e division d'infanterie, et beaucoup plus connu, puisque ici vous avez le 67e régiment d'infanterie à Soissons, qui rentre dans la composition de la 3e division d'infanterie motorisée, qui elle va se battre dans le secteur de Stone notamment. Voilà, c'est une petite présentation de ces hommes qui étaient dans ces régiments et qui vont se battre dès le début de l'invasion allemande. Une petite carte qui rappelle l'axe de progression de l'armée allemande à partir du 10 mai 1940. Pour résumer un peu les choses, vous avez un plan, le plan jaune, qui est défini par l'état-major de l'armée allemande, qui est mis en application. Ce plan jaune, concrètement, il vise à isoler une partie du corps de bataille allié franco-britannique et belge sur la partie nord du pays, pendant que le reste du pays serait soumis à une deuxième phase d'invasion, le plan rouge, qui interviendra dans un second temps. Un coup de fossile, on a appelé ça un coup de faux. Bref, l'idée c'est de déboucher les Ardennes, l'histoire est bien connue, je n'y reviendrai pas dessus, hein, et de foncer vers la côte, le littoral picard, pour remonter et isoler le meilleur de l'armée française du reste du pays. Donc dès le déclenchement de ce plan jaune, vous allez avoir des hommes qui se battent dans les unités où il y a beaucoup d'actionnés. Donc je le disais à l'instant, si on devait retenir des exemples saillants pour parler brièvement de ces hommes, c'est la bataille de Stone, évidemment, où vont se battre beaucoup d'actionnés, et beaucoup vont y mourir aussi au bois du Mon-Dieu, à Stone. Il y a assez peu de monuments qui le rappellent. Évidemment, là-bas, à Stone, vous allez avoir un monument, et vous avez cette petite plaque qu'on voit en bas à gauche, qui est sur l'école Eugène Corrette, à Saint-Quentin, pour rappeler le souvenir de tous ces hommes. Donc voilà, c'est une des grandes batailles dans lesquelles on peut trouver des actionnés. En 1940, en dehors du territoire actionné. Quelque part, ça me paraît important de commencer par rappeler le sort de ces hommes. D'autres actionnés, en grande majorité, se trouvent au sein du 155e régiment d'infanterie de forteresse, et eux vont se retrouver attaqués dans l'ouvrage de la Ferté, ils vont finir asphyxiés, puisque les Allemands vont jeter des grenades et qui vont détruire le système de ventilation. Bref, ils vont mourir dans d'atroces conditions. Mais parler de ceux de Stone et de la Ferté, c'était important pour rappeler les deux grands endroits où on va trouver des actionnés qui vont se battre et mourir. Vous en aurez d'autres aussi au sein de la 4e division d'infanterie dans la poche de Lille aussi, à la fin du mois de mai. Mais voilà, hein, ça c'était une petite parenthèse sur les hommes qui se sont battus au tout début, dès le début de l'invasion allemande. Donc après cette parenthèse introductive, entre guillemets, sur les combattants actionnés, je vais maintenant aborder vraiment les combats qui eurent lieu à proprement parler dans l'Aisne, en commençant par ceux qui vont toucher en premier lieu le nord-est du département. Puis au fur et à mesure de la progression des combats, je déplacerai mon propos sur ce qui s'est passé du nord vers le sud du territoire, donc un département extrêmement long. Donc comme on l'a vu sur cette carte, donc il y a un instant, l'Aisne est directement exposée au fer de lance de l'armée allemande, qui après avoir traversé les Ardennes,
doit se diriger sur le littoral picard. Cela se traduit donc par une exposition rapide et soudaine du département de l'Aisne à l'invasion. Tout de suite au sortir des Ardennes, que l'armée allemande débouche sur le territoire axonais. Avant même que des unités d'infanterie ou de chars atteignent le département de l'Aisne, dès le 14 mai, on a des bombardements sur les nœuds de communication, sur les voies ferrées, en gare de Ternier, en gare de Guignicourt, on a des bombardements aériens. Le but pour l'aviation allemande, c'est paralyser toutes les arrières de l'armée française, qui, elle, pour l'instant, est déployée sur la frontière. Dès le 15 mai, les premiers éléments de reconnaissance de la 6e division blindée allemande entrent dans Rozoy-sur-Serre, la photo en haut à gauche, et atteignent Montcornet à 17h. Donc vous avez une photo de la gare de Montcornet bombardée en bas à gauche. Et sur la droite, c'est la place derrière l'hôtel de ville de Montcornet, où dès le 15 et 16 mai, beaucoup de prisonniers français sont rassemblés. On voit des Allemands ici avec un Panzer III. Donc il y a déjà beaucoup de présence allemande dès le 15 mai, 15 et 16 mai. Vraiment, tout l'est du département commence à être envahi. Plusieurs divisions blindées, pour être exact, vont déboucher, la première, la deuxième, la sixième, la huitième. Donc c'est vraiment le fer de lance blindé de l'armée allemande qui surgit à l'est du département. L'armée française, quelque part, a laissé d'y faire face, mais l'attaque est vraiment soudaine. On ne va pas se le cacher. Les unités qui sont faites prisonniers, qu'on voit ici, c'est des unités qui étaient déjà sur la frontière belge, qui ont tenté de se replier, mais qui se fait prisonniers au moment du repli. Donc quelque part, c'est pas encore des nouvelles unités qui arrivent dans le département de l'Aisne pour s'y battre. Des unités, pourtant, l'armée française va tenter d'en déployer pour se battre. Parce que concrètement, si on devait un peu résumer l'état d'esprit de l'armée française à l'époque, l'armée allemande ayant bombardé les terrains d'aviation, ils n'ont pas d'aviation de reconnaissance. Au sol, des armées qui ont pris de plein fouet une attaque. Donc concrètement, l'armée française ne sait absolument pas où sont les Allemands. Le 15 mai, on ne sait pas où sont les Allemands. On ne sait pas dans quel axe de progression ils vont. C'est la grande inconnue. Pas d'aviation pour le repérer, pas de renseignement au sol. Vous êtes totalement aveugle. Donc quand c'est comme ça, vous faites comme Napoléon faisait en envoyant des estafettes et des unités de cavalerie. Vous allez chercher des renseignements en confiant aux cavaliers, d'essayer de voir ce qui se passe devant, et essayer de ramener des renseignements à l'ancienne, entre guillemets. Et c'est ce qui va être fait. L'armée française envoie le 3e régiment d'automitrailleuses qui va se faire éreinter à Dizy-le-Gros. Il y a un petit monument qui le rappelle là-bas. Ils essaient d'avancer. Ils sont envoyés en catastrophe depuis le Luxembourg, où ils étaient déployés. On envoie des unités pour essayer de savoir où sont les Allemands. Et des automitrailleuses et des sidecars face à des chars, ils ne tiennent pas beaucoup, ils ne tiennent pas longtemps. Et de manière générale, non seulement l'armée française essaie de savoir ce qui se passe en face, mais ils essaient aussi quand même un minimum de déployer des unités de réserve pour essayer de ralentir cette progression qui a l'air inéluctable. Donc on envoie aussi quelques unités disparates d'unités blindées, la 2e division cuirassée notamment. Mais en fait, à chaque fois, les moyens sont dérisoires, pour résumer. Les moyens sont dérisoires, on n'arrive pas vraiment à ralentir le flot de ces unités blindées qui remontent assez vite la vallée de la Serre. Et vous allez avoir assez peu de monuments au final qui rappellent toutes ces unités qui se sont fait bousculer à une vitesse folle. Vous avez un monument en forêt de Saint-Michel qui est tout à gauche pour rappeler les combats du 16, 17 et 18 mai. Vous avez un monument au centre à Brunamel pour rappeler que toute une colonne d'artillerie a été surprise par les Allemands en pleine nuit à Brunamel, entre Brunamel et Mont-Saint-Jean. Et depuis quelques années seulement, à Mondrepuis, un monument rend hommage à tous les tirailleurs nord-africains qui ont tenté de résister à Clairefontaine et Mondrepuis pour essayer de bloquer la 8e division de Panzer. Ils ont réussi un peu à le faire, mais au péril de la vie de beaucoup d'entre eux. Donc voilà, vous avez un choc qui est extrêmement violent et bien peu de monuments qui rappellent la violence de cette attaque que vont subir des unités assez disparates. En dehors des combats,
si on respecte toujours cette réflexion chronologique, je vous l'ai confié tout à l'heure, on va essayer d'élaborer une réflexion sur les combats qui vont avoir lieu au nord du département, puis petit à petit vers le sud. Si on respecte donc cette réflexion chronologique, on ne peut pas ne pas parler aussi de l'exode, puisque ça part au même moment que les premières unités allemandes qui arrivent dans le département. Les bruits courent toujours. Avant même que l'envahisseur arrive, on arrive déjà à percevoir la crainte. C'est comme ça, généralement, que les premières personnes prennent la route. Dès le 11 mai, dans le département de l'Aisne, suite aux combats qui ont eu lieu en Belgique, on voit les premières colonnes de réfugiés qui arrivent. On ne voit pas encore les troupes françaises en déroute. Elles arriveront petit à petit le lendemain, à partir du 12 mai. Mais déjà, quand vous voyez les colonnes de réfugiés arriver de la Belgique, il y a une sorte de panique qui s'installe. Et entre le 11 et le 13 mai, ce sont tous les premiers habitants du nord-est du département, les premiers marqués par l'occupation de 14-18, rappelons-le, qui prennent la route, suivis entre le 12 et le 14 mai par tous les habitants du nord-ouest du département, qui se dirigent vers Saint-Quentin, vers l'ouest. Toute la partie nord du département prend la route vers Amiens, en fait, en espérant que le front se déplacera comme en 14-18 vers l'ouest. Puis par la suite, essayer de trouver un autre moyen, une fois arrivé à Amiens, pour gagner la Mayenne, ou au moins prendre le dernier train pour Paris. Bref, essayer de partir, mais essayer de fuir l'invasion. Ces quelques photos l'illustrent bien. Vous avez une photographie en haut à gauche où on voit un panneau indicateur lent. C'est probablement au nord de la ville. Vous avez des réfugiés qui arrivent, photo prise par les Allemands. En bas, c'est du côté de Saint-Quentin. Et à droite, c'est une photographie qui a été prise sur National 2, entre Laon et Soissons. Les arbres ont bien grandi depuis. Mais quelque part, c'est ça la triste réalité. Vous avez des familles entières qui, par tous les moyens de transport possibles et imaginables, essaient de fuir. En parallèle à ce que je vous ai dit. C'est-à-dire qu'au moment où il y a des soldats français qui essaient de bloquer l'invasion à partir du 15 mai, face à une armée allemande qui est extrêmement bien préparée et qui les prend de vitesse, en parallèle, vous avez cet exode. Et cette photographie à droite, elle a été prise par des unités françaises qui étaient sur des chars, c'est-à-dire qui montent vers le front pendant que les civils vont vers le sud. Donc, quelque part, c'est une histoire qui est imbriquée l'une dans l'autre, l'exode et les combats de mai 40. Donc l'exode, évidemment, à mesure que l'invasion allemande se poursuit, va s'intensifier. Ça, c'est inéluctable. Elle s'étend au Lannoy à partir du 15 mai. Donc les réfugiés qui se dirigent cette fois-ci non plus vers l'ouest et Amiens, mais à partir du moment où vous êtes un réfugié de Laon, vous allez à Soissons. Et de Soissons, on commence à instaurer les préfectures et sous-préfectures, bref, ce qui reste d'administration, commence à organiser des rotations avec des autocars pour amener de Soissons vers Compiègne ou Villers-Cotterêts. Toujours chercher à fuir vers le sud-ouest, le plus loin possible, parce qu'on ne sait pas où ça s'arrêtera. On ne sait pas où l'armée française pourra établir un front à l'époque. Et à partir du 16 et le 17 mai, justement, le front se rétablit. Donc vous avez toujours des colonnes de réfugiés qui arrivent, mais ce sont des soldats français qui les voient passer et qui les prennent en charge. Une photo qui a été prise à Soissons d'ailleurs en haut à gauche, et toujours sur la Nationale 2 en bas à droite. L'armée française qui se rétablit, entre guillemets, à ce moment-là sur le front, gérer un flot de réfugiés, c'est pas sa mission à la base. Ils sont là pour tenter d'endiguer l'invasion de la France. Et Dieu sait qu'ils vont être à peu près à 1 contre 3. Donc clairement, leur but premier quand ils arrivent, ces premières unités françaises qui rétablissent le front et sur lesquelles je reviendrai plus loin, c'est d'essayer de au moins prendre en charge ceux qui n'ont pas de véhicule. Ceux qui ont des véhicules, on leur dit automobile, vous passez par là, direction film, pas d'automobile, vous allez vers Villers-Cotterêts. On essaie de répartir au mieux dans l'urgence. Du côté français à ce moment-là, on prend en charge des réfugiés fatigués le plus souvent en fait c'est les services de santé des unités françaises qui arrivent en ligne qui les prennent en charge. Des médecins, des gens qui ont des véhicules, des gens qui ont de quoi les couvrir s'ils ont froid la nuit. Encore heureux, le mois de mai 40 a été extrêmement chaud, mais leur donner un morceau de sucre, leur donner de quoi manger. Des fois, ils n'ont pas mangé depuis plusieurs jours.
Donc quelque part, c'est vraiment une improvisation, mais où l'armée française joue un rôle pour essayer de prendre en charge les réfugiés qu'elle voit arriver devant les avant-postes, en attendant que ce soit les unités allemandes qui arrivent. Et donc voilà, il y a différents exemples. Par exemple, à Vierzy, le 19 mai, 30 réfugiés sont accueillis, nourris, réconfortés et évacués. Le 20 mai, 28 réfugiés venant de Bresle et de Lens sont accueillis et dirigés sur Château-Thierry. Le médecin-lieutenant Piaget procède même à un accouchement dans une ferme à Brenel. On ne sait jamais si un jour vous retrouvez le nom. J'ai cherché un petit peu, j'ai jamais trouvé qui était cette personne qui était née le 20 mai à Brenel dans une ferme. Bon, j'ai le nom de l'accoucheur, du coup. L'autre nom de la personne qui est née, pour le coup. Ce serait une belle histoire de gars français, là, je pense. Le 21 mai, 18 réfugiés originaires de Givet et de Lens sont accueillis, nourris, réconfortés avant d'être évacués sur Montmirail. Bref, on essaie de faire au mieux pour prendre en charge ces réfugiés. Au final, si on devait essayer de peindre ce qu'a pu être cet exode, pour moi, c'est une citation qui le décrit mieux. C'est une citation qu'on trouve dans l'ouvrage de Lucien Caron, Fantassins sur l'Aisne, mai juin 40, qui était publié en 1943. Il était dans l'Aisne, il était du côté de I, Lucien Caron, quand il s'est battu avec le 6e RI. Mais au moment où il s'installe, où les Allemands ne sont pas encore en phase 2, eux-mêmes, ces militaires qui arrivent, vont être confrontés au flot des réfugiés. À ce moment-là, il écrit quelque chose qui, pour moi, est parfait pour décrire ce qui s'est passé, enfin ce qu'il observe. Mais si vous les aviez vus en plein midi de juin 40, si chaud, si pénible, si vous les aviez vus cheminer sur une route sans ombre, n'ayant plus rien à boire, si vous les aviez vus obligés de marcher dans un fossé bosselé pour laisser passer les convois militaires qui les couvraient de poussière grisâtre et asséchante, si vous aviez surpris au passage de leur regard attaché à une borne kilométrique inexorable, alors vous auriez vu ce que c'était que la peine, la souffrance, la détresse. Penser aux autres, mais comment aurait-il pu faire? Si j'étais peintre, je représenterais l'exode par une colonne sans fin de gens qui marchent, sans vide, de 1000 pas différents, de gens qui pleurent, de gens qui lancent des imprécations vagues, de gens dont les corps sont peut-être sur la route, mais dont les cœurs sont demeurés dans une maison chérie et abandonnée, dont les pensées appellent la maison qui les accueillera peut-être, Dieu sait où, Dieu sait quand. L'exode, c'est chacun pour soi. Pour moi, c'est une très belle description de ce que les gens comme ça vont sur la route connaître. Et en parallèle, du coup, à cet exode, à partir du moment où les habitants partent, quelque part, les villes se désertent. Et c'est le cas notamment à Soissons. Dès le 23 mai, la prévôté militaire de la 28e division infanterie alpine considère Soissons comme infesté de pillards qui dévalisent les boutiques et magasins, quels qu'ils soient. 10 militaires sont pris en flagrant délit de pillage et arrêtés. La population part, les commerçants aussi, les boutiques sont vertes. Le général Lestien, qui commande cette même division, qui arrive dans ce secteur, écrit même dans ses souvenirs, la place de la gare, toujours de Soissons, présentait déjà un aspect de débâcle. Des débris de vitres jonchaient le sol, des véhicules hétéroclites à demi démolis l'encombraient, des réfugiés dormaient assis ou couchés sur les trottoirs et des soldats erraient à la recherche d'ordre. Le désordre. Le désordre et au milieu de tout ça, l'armée française qui essaie de remettre de l'ordre, comme je vous l'ai dit, qui essaie d'orienter les réfugiés pour les sauver au mieux, mais qui a surtout besoin que les civils partent. Parce que si les militaires arrivent, c'est qu'on va se battre. L'armée française s'installe en vue de barrer la route de Paris. Donc, il faut que quelque part, vous considériez à partir du 20, 21, 22, 23 mai que sur la vallée de l'Aisne, sur le chemin des Dames, sur les hauteurs au-dessus de Soissons, au nord, vous êtes dans la zone des armées. Comme en 14-18. Comme en 14-18, c'est-à-dire qu'il n'y a droit d'avoir que des soldats. La prévôté militaire est là pour veiller au grain. Si on trouve un civil, il peut être considéré comme espion. Même réglementation. La zone des armées s'installe. Aucun civil n'a droit d'être là. Ce seraient des victimes innocentes. Donc, l'armée, après avoir accueilli les colonnes, à partir d'une certaine date, définit que ceux qui habitent au nord de l'Aisne et de l'Ailette, vous retournez chez vous, en fait. Et ceux qui habitent au sud, ou qui sont déjà passés, dépêchez-vous de passer. Il y a un moment où on devra faire sauter les ponts.
Donc, quelque part, l'armée française commence aussi, après avoir accueilli les réfugiés, à faire en sorte que les moindres villages soient vidés de leurs habitants. Imaginez, on a des témoignages comme ça, hein, au chemin des Dames notamment. 22 ans après les combats de 1918, vous avez péniblement touché vos dommages de guerre, hein. Vous avez reconstruit votre maison, à la sueur de votre front. On vous demande de partir. Ah non, il y a eu beaucoup trop de sueur de laisser dans l'histoire. Il y a des gens qui ne veulent pas quitter leur village. L'armée française leur dit, désolé, on n'a pas le choix en fait. On va devoir vous laisser partir. Alors, vous obliger à partir. Et du coup, on donne des laissez-passer. Et des notes sont faites. On les trouve dans les archives militaires françaises. À gauche, vous avez une note de service datée du 23 mai 1940. Tous les civils se trouvant au nord de l'Aisne, dans les secteurs de la division infanterie, devront être refoulés hors de cette zone s'ils n'y ont pas leur domicile régulier en temps de paix. La zone des armées. Et pour ceux qui restent encore un petit peu, parce que il y a des cas particuliers, hein, des gens qui viennent d'être opérés, qui ne pouvaient pas se déplacer, on a le cas notamment à Bucillon, à Missy aussi, on délivre des laissez-passer, avec toutes les recommandations d'usage, en disant faites bien attention à vous, quand ça bardera, mettez-vous dans votre cave, etc. Mais on donne des laissez-passer. En haut à droite, nous en avons un du 25 mai 1940. Laissez-passer, un monsieur de Bucillon est autorisé à se rendre le 26 mai à Sémont, voilà, pour aller rechercher des vêtements. En dessous, c'est un monsieur de Chivres qui est autorisé à se rendre à Missy et Sainte-Marguerite pour du ravitaillement pour sa famille. On est sur des cas de figure où voilà, hein, on va délivrer des laissez-passer, mais où à partir du 26 mai, le front est fixé. Donc, plus de réfugiés possibles dans la zone. Le 28 mai, l'évacuation d'ailleurs de cette zone interdite est prescrite et terminée pour le 29 mai 01. Donc, passé cette date, on peut établir qu'il ne restait plus de civils dans la zone des armées, ou presque plus, et que les civils qui ont dû partir étaient sur les routes. Les actionnés, non mobilisés, les femmes, les enfants, étaient sur les routes. Évidemment, pour la plupart en direction de la Mayenne, ou vers les départements où vous avez de la famille. Il y a des cas de figure comme ça. Ou, on a des cas de figure aussi, où les familles se déplacent vers les départements qui les avaient déjà accueillis en 1917 au moment d'évacuation de mars 17. Où ils avaient passé, pour la plupart, par la Suisse, ils s'étaient retrouvés, les Vosges du Nord, dans des départements parfois plus ou moins bien accueillis. Mais on avait tissé des liens, donc quelque part, plutôt que d'aller en Mayenne où c'est loin et on connaît personne, on va retourner dans la Fisse centrale, dans la Creuse. On connaît des gens, on y va. Donc en définitive, un exode qui est assez violent comme expérience pour les civils. D'ailleurs, pour donner un aperçu, et pour terminer là-dessus, de ce que fut l'exode, je vous donnerai vraiment un seul chiffre. Sur une population départementale d'environ 480 000 habitants, au recensement 1936, 484 000 même, je vois. Seuls 160 000 habitants étaient revenus durant l'été 40. Sur 480 000, 160 000 étaient revenus. Ça veut dire que beaucoup plus peut-être étaient partis. Et ce qui veut dire aussi que, en somme, plus des 2/3 du département étaient partis sur les routes. C'est considérable, quand on y réfléchit, pour une population d'un département qui se relevait à peine des combats de 14-18. La population étant partie, comme je vous l'ai dit, on va revenir à des questions beaucoup plus militaires et aux combats qui se sont déroulés dans l'Aisne. Alors, je l'ai évoqué dans un premier temps, hein, puisque c'était la première étape, le choc de l'invasion de la Thiérache. Donc dans un premier temps, l'invasion a touché le nord-est du département. L'armée française, après avoir tenté de faire face, justement, dans une optique de faire face, va déployer des unités pour essayer de bloquer en fait les Allemands. Des fois, c'est même pas des unités françaises qui sont envoyées bloquer l'invasion allemande qui réussissent. Hein. C'est parfois des initiatives totalement personnelles. C'est le cas à Marle, hein, les photos qui sont à gauche, là-haut. C'est des photos prises à Marle, hein, puisqu'à Marle, le 16 mai, le commandant Oudry qui décide, un peu au début de sa propre initiative, et puis au final, après un coup de fil de la subdivision militaire de l'An, on lui dit résistez au maximum, essayez de les ralentir au maximum, 24 heures, ça nous arrangerait. On vous donne rien, hein. Vous avez que des mobilisés, des anciens combattants de 14-18 dans le régiment régional.
Vous récupérez le moindre petit canon qui passe, vous faites des barricades avec des engins agricoles, avec des hameaux de foin, et vous faites comme vous pouvez. Bon, bah, c'est ce qu'il a pu. Et pendant 24 heures, à Marle, on bloque les Allemands, avec du bric et du broc. Mais concrètement, si on devait résumer vraiment cette phase, puisque je ne vais pas y passer beaucoup de temps, c'est très rapide, hein. J'ai marqué les dates ici, 16 mai, 17 mai, 18 mai. En 3 jours, malgré quelques petites tentatives de l'armée française de bloquer l'invasion allemande et les divisions blindées allemandes sur l'Oise, sur le canal de la Sambre à l'Oise, fondamentalement, les Allemands passent. Les troupes qui leur font face sont totalement dérisoires. Vous avez des chars isolés qui essaient de les bloquer par endroits. C'est un char ici dans les rues de Guise. Mais fondamentalement, vous ne pouvez pas faire face à des colonnes et des colonnes de véhicules blindés, de chars qui sont extrêmement bien équipés, qui ont une supériorité en plus aérienne. Donc de facto, vous avez toute la vallée de l'Oise et le Vermandois qui tombent quasiment sans combat. Quelques monuments rappellent le sacrifice de quelques unités de chars, quelques unités d'infanterie aussi. Le char glorieux à Miglen qui a son monument. Vous avez un monument à Tupigny, c'est la petite photo avec les briques ici. Où à chaque fois, en fait, c'est une poignée de chars qui essaie de bloquer un flot. Et voilà, c'est une invasion impossible à arrêter à ce stade, vraiment. Alors les Allemands ne sont pas non plus audacieux et téméraires, même si leurs généraux le sont, mais ils sont quand même un minimum prudents. Hein. C'est-à-dire que, même s'ils font sur toute la partie nord du département de l'Aisne, sur la partie vallée de la Serre, les Allemands prennent le soin, dès le 16 et le 17 mai, d'installer ce qu'ils appellent des Sperrverband, c'est-à-dire des unités de blocage. En gros, ils couvrent leurs flancs. Au cas où, il y a une armée française qui surgirait au sud. Mais fondamentalement, leur objectif, c'est le littoral picard. Hein. Donc ils vont continuer, hein, les Allemands. Et ce qui leur fait face, pas vraiment quelque chose qui peut les ralentir. Hein. C'est des unités assez disparates, que ce soit dans la vallée de l'Oise, ou même dans le nord du département, hein, du côté de Étreux, vous avez un monument en mémoire de la 9e division d'infanterie motorisée. C'était une unité qui s'était déjà battue en Belgique et qui se repliait. Dans le cimetière de Wassigny, en haut à gauche, vous avez un monument pour la première Dina. Pareil, c'est une unité qui s'était battue en Belgique, qui avait réussi à se replier par la forêt du Nouvion pour essayer de faire des bouchons retardateurs. Mais concrètement, c'est des unités qui vont permettre de ralentir parfois 24-48 heures l'avance allemande, mais ils ne les arrêtent pas. Hein. Ils vont continuer, hein, les Allemands, à progresser. Vraiment, cette période, elle est violente, mais l'armée française n'a pas encore les moyens de bloquer, du moins, cette première partie de l'invasion allemande. En fait, c'est vraiment à partir du 15 mai, dans le Lannoy, qu'on va avoir quelque chose de vraiment un peu plus costaud, on va dire. Puisque, comme je vous l'ai dit, l'armée française tout à l'heure envoie des unités pour essayer de savoir où sont les Allemands, parce qu'elle ignore totalement où sont les Allemands. Et elle envoie des unités aussi pour essayer de bloquer éventuellement la progression des Allemands. La progression des Allemands, si vous pouvez vous l'imaginer, je vous l'ai dit tout à l'heure, hein, c'est le plan jaune. L'objectif des Allemands, c'est d'atteindre le littoral picard le plus vite possible. Maintenant, inversez votre réflexion. L'objectif des Allemands, dans l'esprit de l'état-major français, c'est forcément Paris. Un vieux préconçu séculaire. Quand on prend la capitale d'un État, normalement, il va demander la paix. Comme en 14, il marchait sur Paris. Donc il y a en tête ces deux pensées qui, au final, les Allemands s'en tiennent à leur plan. Peu importe ce que feront les Français, on va mettre quelques unités pour creuser la flanc, mais on fonce. Et les Français, de leur côté, eux, sont persuadés, becs et ongles, que les unités qui vont vers la côte, c'est une chose. Mais ils vont obliquer à un moment vers Paris, c'est obligé. Et du coup, il faut réinstaller un front. Je l'ai évoqué tout à l'heure un petit peu quand je parlais de l'Exode. Les civils sont accueillis par des militaires qui sont en train de réinstaurer une ligne de front. Et le fait est que, à partir du 15 mai, l'état-major d'armée française décide de réinstaurer une ligne de front sur le chemin des Dames, sur l'Aisne, sur les Lettres. Mais pour permettre à cette ligne de front de s'installer, il faut couvrir les unités d'infanterie qui sont en train de s'installer. Et du coup, pour ça, il faut envoyer des unités. Donc,
Abandonnant presque totalement à leur sort les unités françaises, britanniques et belges peu à peu isolées dans le nord du pays, on décide alors de tenter de reconstituer un front, et ce front va s'appuyer sur la Somme, l'Ailette, l'Aisne. Et pour gagner du temps, on envoie la 4e division cuirassée, d'un colonel un peu agité, un peu remuant pour l'époque, hein, le colonel de Gaulle. Celui-ci donc est chargé de protéger la route de Paris et de créer une ligne de défense pour permettre aux unités qui arriveront derrière lui de s'installer sur ces rivières. Il arrive le 15 mai à Bruyères. Il va rester 4 jours dans l'Aisne. Donc des unités qui peu à peu vont le rejoindre le 15, le 16 mai. Des unités de chars, hein, c'est une division cuirassée, la 4e DCR. Concrètement, si on devait résumer les ordres et l'ordre de mission de Gaulle le 15 et le 16 mai, sa mission, c'est toujours pas lancer des contre-offensives, hein, comme on a pu souvent le lire depuis des décennies. Hein. C'est pas du tout sa mission. C'est vraiment couvrir l'installation de l'armée qui est en train d'arriver derrière et de lancer des reconnaissances. Au final, donc, en fonction des moyens dont il dispose, c'est ce qu'il va faire. Préparer une reconnaissance offensive en direction de Montcornet, où on signale les éléments. Donc ça va être ce qu'on va appeler la bataille de Montcornet, hein, le 17 mai, à 4h15 du matin. Vous allez avoir 80 chars qui partent pour 25 km de reconnaissance offensive, presque sans infanterie ni artillerie. En termes militaires, normalement, on ne fait pas ce genre de choses. C'est beaucoup trop imprudent. Mais néanmoins, c'est ce qui est fait. Hein. Les unités françaises s'élancent sur un territoire où il n'y a plus personne, plus de civils, plus d'unités françaises en repli, pour essayer de savoir ce qui se passe en face. Et ils arrivent à Montcornet, et là ils tombent sur un de ces Sperrverband, c'est-à-dire une unité de blocage qui leur interdit tout passage de la Serre et de l'Urteau. Donc au final, on a une unité, la 4e DCR, qui tente d'essayer de savoir ce qu'il y a en face, tout en tentant de voir si on peut aller plus loin. Ça, c'est plutôt la perception personnelle de Gaulle. Il va un petit peu outrepasser ses ordres pour essayer de savoir si on peut passer quand même. Et du coup, il va envoyer ses chars lourds, ses chars légers, pour essayer d'attaquer Montcornet et essayer de tester la résistance des Allemands pour essayer de voir si on peut passer. Et c'est ce qui cause malheureusement beaucoup de pertes dans les chars lourds, les B1 bis, les chars légers, les R-35, qui vont être détruits à l'entrée de Montcornet. Vous avez un char B1 bis qui sera détruit à San Piero Corso, vous avez un monument qui existe à la Villa Polidisi, qu'on voit en photo ici. Vous allez avoir quand même des combats, hein, c'est une réalité, hein, mais des combats qui malheureusement sont sans lendemain, puisque 2 jours plus tard, De Gaulle retente exactement la même chose avec d'autres moyens en direction de Crécy-sur-Serre, à pure perte toujours. Hein. Le but, c'est de couvrir l'armée française qui s'installe derrière lui, de tester les défenses allemandes, de voir où sont les Allemands, si possible leur faire peur. Ça, j'ai envie de vous dire, c'est un peu de la réécriture qui arrivera après. C'est mon sentiment. De dire qu'il a fait peur aux Allemands, c'est peut-être une chose. Tant mieux s'il a fait peur, hein, parce qu'au moins ça aurait permis aux Allemands de marquer un temps d'arrêt, hein, ce qu'ils feront un petit peu à un moment, parce qu'ils ne savent pas trop ce qui les attaque. Mais fondamentalement, c'est pas ce qui empêche le plan de bataille allemand de continuer de s'exécuter. C'est des reconnaissances offensives qui permettent au moins d'attirer l'attention des Allemands et de permettre aux unités derrière de s'installer. Et après avoir accompli leur mission, pour résumer, hein, à Montcornet et à Crécy-sur-Serre, ces unités vont se replier au sud de l'An, à l'abri des bois, et vont se replier dans d'assez mauvaises conditions, hein, puisque entre-temps, d'autres unités allemandes seront arrivées, c'est des unités d'infanterie, avec des armes anti-chars, qui sont prêts à tout pour essayer de passer entre les unités françaises et de les empêcher de se replier jusqu'à la ligne de front qui s'est installée. Donc on va avoir une unité, la 4e DCR, qui essaie tant bien que mal de se replier. Hein. Vous allez avoir une plaque commémorative à la ferme d'Urtebise qui le rappelle par exemple. Ici, le 20 mai 1940, c'est les compagnies de transport qui vont essayer de repasser par la ferme d'Urtebise. La plaque dit qu'elles ont été attaquées de toutes parts par des éléments blindés allemands qui défendirent vaillamment leur convoi dans un combat inégal. Aucun élément blindé allemand à cet endroit-là. C'est une unité d'infanterie avec une arme anti-char, qui va détruire un char français d'ailleurs, ce jour-là, un R-35. Donc fondamentalement, vous avez une unité blindée qui essaie de se replier, après avoir accompli sa mission, pendant que les Allemands, eux, commencent à s'infiltrer pour essayer de faire face aux unités françaises qui sont en phase 2.
Ces unités françaises, donc je vous l'ai dit, hein, ces unités d'infanterie françaises qui se sont installées, c'est sur la Somme, c'est sur les Lettres, c'est sur l'Aisne. C'est ce qu'on va appeler la ligne Végan, puisque le général Missiles va changer, on va passer de Gamelin à Végan. Et en face de ces unités françaises qui s'installent, vous allez avoir des unités allemandes, non plus celles mécanisées qui courent vers le littoral picard, des unités qui arrivent derrière, des unités d'infanterie, qui sont là pour peu à peu se déployer face aux unités françaises et attendre. Attendre que la deuxième phase de l'invasion de la France soit déclenchée, c'est-à-dire le plan rouge qui va succéder au plan jaune. Et pour ça, en gros, vous avez des unités d'infanterie allemandes qui se déploient face à des unités françaises qui, eux, s'installent de la Somme à la vallée de l'Ailette. Clairement, vous avez des unités françaises qui s'accrochent aux rivières. Hein. Si vous devez vous représenter ce que va être le plus gros des combats de la bataille de France dans l'Aisne, c'est les Français qui essaient de s'accrocher à des rivières, qui constituent dès le 18 mai des barricades dans les agglomérations, à Tergnier, à Chauny. On essaie de barricader au mieux les villes. On essaie d'obstruer avec des engins agricoles. On fait sauter les ponts à partir du 20 et du 21 mai. Bref, on essaie de s'accrocher aux rivières et d'interdire le passage à des unités d'infanterie allemande. Hein, c'est que de l'infanterie, j'insiste bien là-dessus, qui leur font face et qui n'essaient qu'un tout petit peu de passer au tout début. Encore une fois, leur mission, c'est pas forcément de lancer le plan rouge avant qu'il ne soit déclenché. Leur but, c'est de s'installer face aux Français. Chronologiquement, on est sur une période où la poche de Dunkerque n'a pas encore été résorbée. C'est-à-dire que le plan jaune pour les Allemands n'est pas terminé. Si vous avez juste des unités allemandes qui viennent s'installer face à des unités françaises, les jauger, tester un petit peu ce qu'il y a en face, mais certainement pas les attaquer. C'est pas le but. Et du coup, c'est quelque chose pourtant qui va avoir lieu, hein, une attaque, mais un petit peu plus tard. Parce que le front se stabilise le 18 mai, pour résumer, et pendant 15 jours, les Français et les Allemands sont face. Il ne se passe pas grand-chose, hein. Il y a des petites attaques localisées, on se tire un peu dessus à coups d'artillerie, histoire de tester la réaction de l'adversaire, mais fondamentalement, c'est à partir du 5 juin et du déclenchement du plan rouge, c'est-à-dire le lendemain de la résorption de la poche de Dunkerque, sur tout le front, hein, de la Somme jusque dans les Ardennes, le plan rouge est déclenché, c'est la seconde phase de l'invasion du pays, et là, les armées allemandes passent à l'attaque un peu partout. Vous avez par exemple dans le secteur de Tergnier, hein, pour rester sur ce secteur, un monument qui rappelle les combats du 32e régiment d'infanterie. Ça mérite d'être rappelé parce que c'est un secteur où justement l'armée allemande n'a pas réussi du tout à passer. Vous avez ici sur cette carte, on le voit à droite, hein, la 263e division d'infanterie qui va essayer de passer à Tergnier, à Nancy, à Lier, et partout ils sont repoussés. Ils sont tellement repoussés que vous allez avoir un régiment, le 483e d'infanterie allemand, qui a tellement de pertes que son colonel est obligé de restimuler ses hommes en allant en première ligne. Et du coup, il va se prendre une balle. Et il est enterré au cimetière militaire de la Malmaison. Il sera fait général à titre posthume le 5 juin 40. Donc voilà, vous avez des combats qui sont d'une extrême violence, hein, j'insiste bien là-dessus. On n'est plus sur ces combats de mai où l'armée française était surprise par l'invasion. Et il est toujours bien conscience pour cette zone et pour les autres secteurs dont je vais parler dans un instant, que vous avez une armée française qui s'est installée à partir du 18 mai et qui est quelque part remoralisée. C'est-à-dire que vous avez des unités qui sont déterminées à résister parce qu'ils ont vu leur adversaire arriver et ils ont eu le temps de se préparer à l'attaque qui va venir. Pendant 15 jours, ils ont eu le temps de creuser les tranchées, d'aménager des plans de tir pour les mitrailleuses, pour les canons. Donc c'est-à-dire une armée française qui est prête à résister, à tirer toutes les munitions qui sont disponibles pour les arrêter. Et c'est ce qui fait que justement on va avoir des combats extrêmement violents. Mais néanmoins, et je le disais déjà tout à l'heure, vous avez une armée française à ce moment-là qui est à 1 contre 3. Donc de facto, vous pouvez résister autant que vous voulez, hein, mais par infiltration, en traversant avec des canons pneumatiques, l'armée allemande finit par passer. Mais avec de très nombreuses pertes, puisque l'armée française était prête à les recevoir, et des unités françaises qui, eux, vont essayer de résister pendant 2 jours en général, en lançant des contre-attaques quand c'est possible, mais où concrètement, ils ne sont pas assez nombreux pour faire face.
Donc on va avoir le même cas de figure dans toutes les zones. Ici, vous avez un cas de figure dans la vallée de la Somme et la vallée de Villette, mais vous allez avoir exactement la même chose au niveau du chemin des Dames, avec beaucoup de prisonniers. Là, vous avez des photographies qui montrent des prisonniers français qui ont été prises par les Allemands dans le petit cimetière qui jouxte l'église de Bagneux. C'est au sud des Crécy-Aumont. Donc vous allez avoir comme ça des cas de figure où l'armée française essaie de résister, mais où il y a quand même énormément de pertes et où les hommes sont forcés de se rendre à terme, faute de munitions. Au chemin des Dames, on va avoir exactement la même chose, le même cas de figure, en fait. C'est pour ça que je vais aller assez vite à partir de maintenant, pour ces combats de la ligne Végan. Une armée française qui, à partir du 18 mai, s'installe, aménage des positions. Le seul problème, entre guillemets, pour faire une parenthèse là-dessus, au niveau du chemin des Dames, vous connaissez bien la géographie, hein, c'est qu'à partir du moment où vous instaurez une ligne de front sur une coupure d'eau, sur une voie d'eau, vous avez donc l'Ailette, canal de l'Oise-Alène, et pour rejoindre la vallée de l'Aisne, vous êtes obligé de passer par le tunnel qui passe sous le chemin des Dames à Bruyon-la-Noix. Donc au final, là, vous ne pouvez pas descendre une voie d'eau. Donc vous êtes obligé de défendre au-dessus. Et c'est pour cette raison, c'est la photographie qu'on voit en haut à gauche, que les Français, au-dessus de Bruyon-la-Noix, vont creuser un fossé anti-char. Encore une fois, l'armée française a vu des chars attaquer les Ardennes, préconçus. On s'imagine que l'armée allemande n'est composée que de chars. Donc c'est fatalement des chars qui vont surgir. On creuse un fossé anti-char le 18 mai, puis peu à peu, de quelques jours plus tard, on s'aperçoit qu'en fait c'est que de l'infanterie allemande qui est en face. Il n'y a pas un blindé. Donc le fossé ne servira pas à grand-chose. Hein. 1000 mines anti-chars seront posées au-dessus de Bruyon-la-Noix aussi. Hein. On est persuadé que des chars vont arriver. Aucun char ne monte au chemin des Dames. Beaucoup trop grand. Mais le fait est que voilà, hein, vous avez un front qui s'était installé, appuyé sur les rivières, sur le canal de l'Oise-Alène, sur l'Aisne, et qui va subir exactement le même sort que dans le secteur que j'ai abordé précédemment, c'est-à-dire le 5 juin, toujours à 4h15, vous avez des vagues de 50 Stuka qui débarquent, des fumigènes, de l'infanterie qui arrive avec ses canons pneumatiques, qui traversent, qui s'infiltrent dans un dispositif français qui est extrêmement léger, qui est fait de points d'appui. Oubliez tout de suite la vision que vous pouvez avoir de 14-18 d'une tranchée bien complète, densément en hommes, où un régiment peut tenir 1 kilomètre. Non, là, un régiment, il doit tenir environ 8 à 10 km. Il n'y a pas de tranchée pleine. C'est juste des points d'appui qui se soutiennent entre eux. Donc entre deux points d'appui, les Allemands passent. Et résultat, assez rapidement, ils font voler en poussière le dispositif français. Les points d'appui résistent, essaient de contre-attaquer. C'est pour ça que les Allemands ont du mal à pénétrer vraiment le dispositif français dès le premier jour. Le 5 juin, c'est énormément de combats. Le 6 juin, des contre-attaques. Mais au bout de 2 jours, quand les unités françaises, la plupart du temps, sont isolées et font de munitions, soit vous vous rendez, soit vous essayez de vous replier. Vous repliez sur la rivière la plus proche au sud. Donc on a le même cas de figure que dans le Chaunois, au chemin des Dames. On essaie de résister, puis à 1 contre 3, vous êtes obligé de céder du terrain. Dans le secteur du chemin des Dames, on a une immense chance. C'est qu'en plus, on a de la vidéo. Vous allez avoir des hommes qui se sont battus, qui ont leur monument, mais vous allez aussi avoir un film. Un film qui a été tourné par les Allemands, par une unité de propagande. C'est un film donc un court extrait que je vous ai pris. C'est un extrait du film Sieg am Westen, qui est sorti en 1941 dans le cinéma allemand, et qui nous montre une unité de la 25e division d'infanterie allemande qui attaque dans le secteur de Chavignon et Monanteuil. Pour ceux qui connaissent un petit peu et qui vont parfois se balader sur le chemin entre le canal et le bassin de Monanteuil, vous allez reconnaître les paysages et du coup voir visuellement ce que je viens de vous raconter, des hommes qui traversent avec des canons pneumatiques et qui s'infiltrent dans le dispositif français et qui au préalable essaient de préparer le terrain sous les bombardements français. Rappelons-le toujours, l'armée française s'est battue. Elle était totalement débordée et elle a usé toutes ses munitions, mais elle s'est battue. Donc voilà. Meine Herren, morgen wird angegriffen. Nächste Karte hier. Monanteuil, Kanal, Oise, Aisne. Hoffentlich sehen wir uns morgen früh bei Sonnenaufgang
Ohren am Schmeidelang. Sagt auf Wiedersehen, meine Herren. On imagine aisément le poids que ça peut être pour la propagande, hein. Prendre le Schmeidan. 14-18, ça avait déjà pas mal fait couler du sang. Donc voilà, hein, ici c'est un petit film, un extrait de film qui me paraissait important de montrer, parce que certes c'est de la propagande, hein, clairement, mais on voit des impacts des explosions d'obus. Donc c'est-à-dire qu'ils n'ont pas tourné en faisant exploser leurs propres obus à 10 mètres de leurs hommes. L'armée française, dans le secteur où a été tourné ce court extrait, a tiré 15 000 obus en un jour. C'est tout ce qu'ils avaient dans les casiers. Ils ont tiré jusqu'au dernier obus, et après ils ont essayé de faire comme ils pouvaient. Donc clairement, ils se sont battus avec l'énergie du désespoir, mais ils ont été débordés par une puissance qui était largement supérieure à celle qu'ils pouvaient offrir. Il y a eu des contre-attaques, hein, encore une fois, hein, désespérées, et parfois extrêmement audacieuses et réussies. Hein. Pour n'en citer que deux, vous avez le 7e bataillon de chasseurs alpins qui contre-attaque du côté de Pinon. Ils ont un très beau monument au-dessus de Pinon pour le rappeler. Vous avez aussi le 3e bataillon du 12e régiment étranger d'infanterie qui va contre-attaquer du côté de Chalignon. Ils avaient passé l'Aisne à Vély dans la nuit du 5 au 6 juin, ils étaient 800. C'est un régiment ficelle, hein, c'est-à-dire que ils ont un équipement de briques et de broc, ils ont des mitrailleuses Hotchkiss sans trépied. Débrouillez-vous, mais battez-vous. C'est des Polonais, des Espagnols, des Juifs apatrides. C'est des hommes qui se sont engagés pour la durée de la guerre et qui vont contre-attaquer à 3 reprises les Allemands à Chalignon et les repousser à 3 reprises. Et quand ils repassent l'Aisne à Vély, dans la nuit du 6 au 7 juin, ils sont 188. Ils sont tous enterrés à Soupir. Donc vous avez des cas particuliers comme ça, hein, on peut en citer des dizaines.
de cas de figure où l'armée française tente des contre-attaques locales. Mais là où en 14-18, vous contre-attaquez avec un régiment, en 40, vous contre-attaquez avec un bataillon. Donc tout un secteur avec 700 hommes difficile. Donc voilà, hein, c'est des cas de figure qu'on retrouve et qu'on retrouvera absolument partout. Et d'ailleurs, tout comme pour le chemin des dames, vous allez avoir, je parlais du monument de Pinon, tenez, il est juste en haut à gauche. À côté, à Ézigues, vous avez le monument du 12e REI qui rappelle les combats. Et de manière générale, les monuments qui sont sur le chemin des dames pour se rappeler des combattants de 40. Parmi Chélin, le monument du 99 du régiment d'infanterie. Et à Bray-en-Lavaux, le magnifique monument du 27e bataillon chasseur alpin. Vous allez avoir comme ça des combats, des tentatives désespérées de combats et de contre-attaques, mais fondamentalement, l'armée française n'a pas les moyens de faire face, mais elle tente pourtant de le faire. Ce sera la même chose dans la vallée de l'Aisne. À une petite différence près, c'est que le plan rouge ici se déclenche à partir du 9 juin, pas du 5. Autant dans le Chaunois et au chemin des dames, c'est le 5 juin que les armées allemandes lancent leur grande offensive, jusque Bourg-et-Commun, mais à partir de Bourg-et-Commun jusque Neuchâtel et Vernicourt, à l'est du département, c'est le 9 juin que le front sera perforé. Rapidement, c'est exactement le même cas de figure que pour les deux autres secteurs que je viens d'évoquer. Hein. C'est-à-dire que l'armée française s'était installée là à partir du 16, 17, 18 mai. Barricade, on fait sauter les ponts le 20 mai, on essaie de repousser les premières avant-postes des avant-gardes allemands, mais concrètement, on fait face à une petite guerre de coups de main dans les méandres de l'Aisne à la rigueur, entre Mézy et Concevreux, mais fondamentalement pas de gros combats. On se fait face, comme dans les autres secteurs, et le gros de l'attaque arrivera le 9 juin. Petite trouvaille quand même que j'avais trouvée dans les archives militaires françaises. C'est un secteur où les troupes françaises, pendant cette période de face-à-face dont je vous parlais, entre le 16, 17, 18 mai et le début de l'attaque du plan rouge allemand au niveau du 5 au 9 juin, il y a 15 jours de confrontation, donc non seulement on teste un peu l'adversaire, mais on teste aussi son moral. Et du coup, les Allemands vont envoyer des tracts, soldats français, toute prolongation est inutile. En substance, c'est vous vous battez pour les Anglais, et qui seront bien contraints d'embarquer et de vous laisser payer de votre sang toute résistance. En substance, c'est ça. Hein. Et c'est pour ces salauds que vous vous battez et vous et votre pays à la ruine. On essaie de jouer aussi sur l'impact moral. Est-ce que ça veut dire que les Allemands craignaient une forte résistance sur l'Aisne? Peut-être. Est-ce qu'ils voulaient s'épargner trop de pertes à franchir l'Aisne? Peut-être. Parce que généralement, quand on utilise la propagande, c'est que on essayait de miner un peu le moral de l'adversaire. On pourrait penser que, vu la rapidité de l'invasion allemande en 40, les Allemands auraient pu se passer ça. Peut-être que justement, ils n'étaient pas aussi sûrs d'eux et qu'ils avaient envie aussi de miner un peu l'adversaire. L'armée française fera de même, ce qui est assez cocasse. Parce que l'armée de l'air française va être extrêmement présente pendant toute la bataille de France dans l'Aisne. Hein. Elle va faire ce qu'elle peut, comme l'infanterie au sol. Mais j'ai découvert dans les archives qu'un bombardier, un très vieux bombardier, un Namur, était passé au-dessus de Chaudarde, où, d'après les renseignements français, il y avait une unité d'infanterie allemande d'origine autrichienne. On est fin mai 40, des avions, probablement, on en a besoin ailleurs pour bombarder des ponts ou autre chose. Mais l'armée de l'air française a visiblement ce jour-là décidé de bombarder des tracts. C'était peut-être pas la priorité non plus, peut-être. Donc ils envoient des tracts pour essayer de persuader les Autrichiens de non, mais pourquoi vous vous battez pour les Allemands? Bref. Voilà, hein, il y a ce petit volet propagande dans la vallée de l'Aisne qu'on ne trouve pas, je n'ai pas trouvé dans les archives des unités militaires françaises qui sont en secteur d'équivalent. Par contre, dans le reste du développement des opérations, c'est exactement pareil. On le voit sur les photos, hein, c'est ce que vous avez vu dans le film il y a quelques instants. Partout, entre le 5 et surtout là, donc à partir du 9 juin, des tentatives de traversée sur canot pneumatique et l'armée française qui essaie de résister, mais qui au bout d'un ou deux jours, généralement, est débordée et va se replier. Tout comme dans les autres secteurs, on va avoir parfois des monuments, mais assez peu dans ce secteur-là. Vous allez avoir un monument à Mézy pour le 6e régiment d'infanterie, c'est celui qui est tout en bas. Vous allez avoir une toute petite colonne, pas plus haute que ça, à Concevreux, qui est en bas sous la 6e armée, avec l'île de Beauté gravée, puisque c'est en hommage à la 173e demi-brigade d'infanterie alpine qui était corse. Donc, et les Corses viennent régulièrement faire des commémorations dans le secteur.
Du côté de Variscourt, vous avez aussi une petite stèle tout à droite pour les soldats du 80e RI. À Vernicourt, vous avez la stèle pour Léo Lagrange, qui a été tué là-bas. Donc voilà, vous avez quand même quelques petites choses qui rappellent ces combats, mais fondamentalement, il y a peu de vestiges qui rappellent, si ce n'est l'église de Mézy qui a été bombardée à ce moment-là, mais peu de choses rappellent les combats qui ont pu avoir lieu et qui pourtant ont été d'une très grande intensité. J'en viens au Soissonnais, puisqu'après avoir fait tomber le Chaunois, le Chemin des Dames et la vallée de l'Aisne en amont, c'est le Soissonnais qui va être le premier, qui va être le prochain exposé, au final, aux unités allemandes d'infanterie qui sont en train de progresser petit à petit vers le sud, face à des unités françaises qui sont donc battues, qui essaient de se replier sur l'Aisne, ou d'autres unités les attendent, mais beaucoup moins. L'armée française essaie toujours de se rétablir de rivière en rivière, mais à chaque fois avec de moins en moins de moyens, et avec des unités de moins en moins bonnes, de faible valeur, entre guillemets. Et c'est ce qui va se passer dans le Soissonnais. Dans le Soissonnais, on le voit ici, au 7 juin au soir, vous avez un front qui est déjà perforé. Vous avez déjà des unités françaises qui ont réussi à passer du côté de Missy-sur-Aisne et qui s'avancent dans les ravins de Serche, pendant que partout, l'armée française essaie tant bien que mal de se rétablir et de commencer à lancer des contre-attaques. Mais globalement, c'est déjà peine perdue. Mais néanmoins, aussi, il faut le dire, là c'est des tentatives, c'est encore des tentatives. Encore et encore des tentatives de contre-attaque, de résistance face à des Allemands qui, eux, continuent d'avancer et avancent. Ce sont des photographies allemandes ici, d'unités d'infanterie qui arrivent sur les hauteurs de Crouy et qui voient au loin Soissons. Probablement des photos prises du côté de la Perrière. Et petit à petit, ils avancent dans les faubourgs avec leurs moyens. On voit l'église du quartier Saint-Va. Ici, une photo qui est probablement prise du côté de la barrière d'Octroi, au niveau de l'avenue de Coucy. On reconnaît à peu près l'architecture. C'est dans le quartier Saint-Va, ici, où les Allemands arrivent par le nord-est de la ville, pendant que dans la ville, le 12e régiment étranger d'infanterie essaie de tenir les rives, mais à 2 bataillons sur toute l'étendue de la ville. Donc c'est encore des moyens toujours extrêmement dérisoires. D'ailleurs, sur les combats dans Soissons, je vous invite à lire cette petite brochure de la Société historique, si vous ne l'avez pas déjà, qui a un témoignage extrêmement intéressant d'un officier, le capitaine Louis Primo, qui était au 12e régiment étranger d'infanterie. C'est vraiment très intéressant. Vous allez avoir comme ça des unités françaises très faibles face à des unités allemandes très fortes qui débarquent dans les quartiers de Soissons. Et concrètement, tout comme dans les autres secteurs avant, vous avez le même cas de figure. L'armée française essaie de se replier derrière une rivière, fait sauter les ponts, essaie de créer des barricades, de consolider des positions rapidement face à des unités allemandes qui, à un moment ou à un autre, vont traverser avec des canons pneumatiques, avec des fumigènes, avec le soutien de l'aviation. Et malgré les contre-attaques françaises, l'armée allemande réussit à progresser petit à petit. Même s'il faut le dire, ça va être quand même parfois extrêmement compliqué pour les Allemands. Le 12e régiment étranger d'infanterie, qui a une plaque en sa mémoire sur le pont de Gambetta, va s'accrocher vraiment au terrain. Je le rappelle, c'est des régiments ficelles, c'est-à-dire des régiments équipés de briquets de broc au camp de la Valbonne et à Port-Barcarès dans le sud du pays, qui sont composés de républicains espagnols extrêmement chevronnés, qui n'aiment pas vraiment les fascistes depuis 1936. C'est des juifs apatrides, c'est des Polonais. Donc c'est des gens qui fondamentalement ont une raison encore plus supérieure de résister. Ces hommes-là vont défendre Soissons, becs et ongles jusqu'à avoir un ordre de repli. Vous allez avoir les Bretons du 61e régiment d'infanterie alpine qui vont contre-attaquer du côté d'Assy et Serche, avec beaucoup de bataillons de chasseurs alpins. Donc c'est les 2 monuments qu'on voit en bas à droite. Aujourd'hui, ils sont au bord de la route. C'est bien le drame si quelqu'un les remarque, mais c'est important de le rappeler. Vous allez avoir aussi, et toujours des régiments ficelles qui se battent à Missy-au-Bois, le 23e régiment de marche de volontaires étrangers. Pareil, c'est des hommes qui, quand ils sont débarqués à la fin du mois de mai, ils arrivent en train, ils ont juste leur ceinturon, leur fusil, et on leur a pas donné de munitions ni de vivres. On est vraiment à ce stade, en fait,
fin mai, début juin, où l'armée française envoie vraiment tout ce qu'elle a, tout ce qui lui reste de réserve. Mais même ces hommes-là, en fait, on les envoie à la mort. Et un monument leur rend hommage, 23e RMVE à Missy. Vous allez avoir des plaques de rue à Saint-Quentin-et-Breuil, à Missy. Les unités, en fait, qui se battent dans la vallée de l'Aisne et essaient d'endiguer l'avance allemande, on va parfois leur rendre un peu hommage à travers des plaques de rue. Alors, en Bleu-de-Nuit, vous avez la rue du 21e bataillon d'instruction qui porte son nom, 21e bataillon. En fait, c'est des gars qui sont totalement expérimentés. Ils ont un fusil dans les mains depuis 6 semaines. C'est vraiment des unités qu'on envoie au casse-pipe pour essayer de bloquer des Allemands qui ont déjà traversé à Pommiers, à Missy-sur-Aisne, et qui déjà commencent à s'infiltrer dans tous les ravins qui constellent le Soissonnais, que ce soit à Pernan, en Bleuny ou à Sillé-Serche. Petit à petit, vous allez avoir des tentatives de résistance. Pour ceux qui vont chercher des pommes à la ferme de Puy, la prochaine fois, vous regarderez le pignon. Vous allez avoir des cas de figure extrêmement intéressants. Ici, à la ferme de Puy, vous allez avoir le 2e bataillon du 9e régiment de Zouaves qui va résister pendant 24 heures et à interdire le passage du plateau à toute une division allemande. Très beau point de repère. Vous voyez à plus d'1 kilomètre à la ronde, alors que l'adversaire n'a aucun moyen de se mettre à l'abri. Il n'y a pas un arbre là-haut. Donc ils vont arrêter les Allemands pendant plus de 24 heures avant de se replier et subir les tirs jusqu'ils aient installé une mitrailleuse dans les lucarnes, dans le toit. Donc vous allez avoir des cas de figure. L'armée française, quand même, toujours, même avec l'énergie du désespoir, même s'il reste peu de munitions, essaie de s'accrocher pour ralentir de serait-ce quelques heures, en fait, l'invasion qui est presque inéluctable. Si je parle autant des combats et des contre-attaques qui sont assez violentes dans le Soissonnais en particulier, c'est parce que le bilan pour la seule journée du 8 juin 1940 dans l'armée française, c'est 616 morts pour la France dans l'Aisne en une journée. On a atteint des statistiques qui se rapprochent un petit peu des batailles violentes de 14-18. Si en une journée vous avez plus de 600 morts, vous rajoutez le double ou le triple de blessés, et de prisonniers, j'en parle pas. Donc quelque part, c'est la journée la plus meurtrière de la bataille de France dans l'Aisne, le 8 juin, et vraiment c'est au cours de ces combats-là, au cours de tous les combats dans le Soissonnais, qu'on va avoir des actes désespérés mais extrêmement violents pour essayer de ralentir l'invasion allemande. Malheureusement, l'armée française tente dans un premier temps de réitérer le miracle de la Marne, mais n'aura pas lieu. L'armée française, en fait, après avoir perdu le Soissonnais, essaie de se replier, après des tentatives désespérées pour barrer la route de Paris. Elle essaie de se replier dans un premier temps sur l'Ourcq, toujours la dimension de se replier sur les rivières. Mais l'Ourcq, à peine ils sont arrivés que 2 heures plus tard, les Allemands sont déjà dessus. Donc en fait, il faut se replier. Chose qui peut paraître un petit peu bizarre, l'armée française décide de se rapatrier à ce moment-là sur la Marne, mais partiellement sur la Marne. La Marne jusqu'à Château-Thierry, on voit la petite ligne en pointillé. Il se replie sur la Marne et sur le Clignon, petite rivière. Mais néanmoins, il s'installe sur la Marne et sur le Clignon, où là, à nouveau, tous les débris de toutes les unités qui sont battues sur les Laides, sur le chemin des Dames, se replient, se joignent aux unités qui sont venues se joindre à elles à partir du début du mois de juin. Au final, si vous avez que des unités, des débris d'unités qui se replient petit à petit, vaille que vaille, jusqu'à l'Ourcq, puis la Marne, et où ils retrouvent d'autres divisions françaises qui ont été envoyées là au compte-gouttes, mais qui n'ont pas forcément non plus une haute valeur combative. Mais néanmoins, l'armée française tente toujours et encore de se replier de rivière en rivière, même si à chaque fois les défenses sont totalement disloquées. Le 10 juin, on se bat sur donc, le Clignon, les premières bombes tombent sur Château-Thierry. Vous allez avoir Château-Thierry en haut à gauche. Et toujours le même schéma, l'armée allemande qui attaque violemment des unités qui sont à peine installées depuis quelques jours, parfois quelques heures, et qui attaque avec des canons pneumatiques, avec une logistique qui est extrêmement puissante, et qui déborde les unités françaises. Les ponts sont détruits, on essaie toujours de les retarder, ne serait-ce que quelques heures, mais ça ne suffit pas. Et au final, les infiltrations allemandes ne peuvent que déborder les points de résistance français qui finissent par tomber. La Marne, elle, est franchie dès le 11 juin
Et petit à petit, l'armée française essaie de faire face, essaie de contre-attaquer toujours, hein, mais c'est toujours peine perdue. Hein. Moi, quelque chose qui pour moi est parfaitement symptomatique de l'état d'esprit des unités françaises qui sont à ce moment-là conduites et invitées à résister sur la Marne, c'est le petit mot que j'ai trouvé dans les archives de la 238e division légère d'infanterie. C'est une note d'un capitaine, hein, à son général. Tout le dispositif est sauté dans le secteur, les hommes fuient et sont poursuivis, ainsi que les convois par les avions qui ont la partie d'aile. La plupart des hommes n'ont plus de fusil. Que faut-il faire? Pour moi, ça c'est un mot qui dit le désarroi. Les hommes qui ont tenté de faire leur maximum, mais là, on ne peut plus rien faire en fait. Ils ont tenté de résister. Ils ont tenté de résister pendant plusieurs jours, pendant 4 semaines au final de combat dans l'Aisne. Vous avez des hommes qui essaient de résister, pied à pied, rivière par rivière, berge après berge, mais qui à chaque fois sont débordés. Alors peut-être que les Allemands en ont eu un peu marre justement de ce petit jeu de se déplacer de rivière en rivière et de chaque fois faire avancer leur infanterie, puisque à partir du 11 juin, on le voit tout en bas de la carte, 3e et 4e division de Panzer. C'est-à-dire qu'à partir du 11 juin, l'armée allemande en a un peu marre d'envoyer ses unités d'infanterie, de faire face à l'infanterie française, de traverser une rivière, puis de progresser, puis à nouveau d'être ralenti, puis de devoir à nouveau attaquer avec des fumigènes et des bombardements. Ils veulent hâter les choses. Le 11 juin, ils envoient les Panzers à nouveau. Chose qu'on n'avait pas vue depuis tout le début de l'invasion, hein, quand ils avaient coupé toute la partie nord du département. Et donc c'est vraiment à partir de ce moment-là, 11, 12, 13, que s'achève le département, l'invasion du département. Les derniers poches de résistance qui existent, hein, c'est la chapelle Montonon, mais elles sont assez vite annihilées. Et on peut dire que le 13 juin, le département est envahi. 13 juin 1940, il n'y a plus de combat dans l'Aisne le soir du 13 juin. Et de manière générale, toutes les unités françaises qui étaient encore en ligne le 13 juin au matin reçoivent l'ordre de se replier sur la Seine. Et c'est ainsi que pendant toute la campagne de France, on fera toujours, hein, on se replie de rivière en rivière, on fait sauter les ponts, en espérant les ralentir. Je vais maintenant donc conclure, puisque l'invasion du département arrive à son terme, et dresser un peu un bilan, quelque part, de cette bataille de France dans l'Aisne. Paris est déclaré ville ouverte, d'ailleurs, au moment où le département tombe, et les Allemands y pénètrent le lendemain, le 14 juin. Dans l'Aisne, à partir du 13, du 14, du 15 juin, tout ce qu'on peut voir comme paysage, c'est des tombes, parce qu'on commence à enterrer les corps. C'est des colonnes de prisonniers qui rejoignent des centres de rassemblement. Des prisonniers blessés aussi qui sont rassemblés dans les sanatoriums, au sud de Château, à Laon, à la caserne Foch, à Saint-Gobain. Un peu partout, il y a des structures médicales assez grandes où on a pu installer des hôpitaux militaires provisoires déjà du temps de l'armée française. On envoie les blessés. On soigne d'abord les Allemands et ensuite on envoie les Français. Donc il y a beaucoup de colonnes de prisonniers. Beaucoup qui traversent le département. Et vous avez des pertes qui sont extrêmement importantes aussi, hein, il faut le rappeler. C'est la carte centrale que nous avons pu élaborer avec les services du département, en recensant et en vérifiant tous les morts pour la France qui sont tombés dans l'Aisne. Il y a beaucoup d'hommes qui ont été, encore aujourd'hui, déclarés décédés ailleurs. On a dû corriger ça. Encore aujourd'hui, vous allez sur le Mémoire des hommes et vous tapez mort dans le département de l'Aisne, vous avez 4700 ou 4800 hommes. Nous, on est arrivé à 5050, en vérifiant régiment par régiment. Parce que des fois, il y a des erreurs de frappe, c'est logique, ça arrive. Et en fonction de cela, ça permet d'avoir une idée des densités des zones de combat. Plus vous avez de morts, plus les combats ont été intenses, de facto. Ce qui donne cette carte centrale et qui nous donne que le gros des combats dans la bataille de France dans l'Aisne, c'est la vallée des Lettes, le chemin des Dames, la vallée de l'Aisne, le Soissonnais, un petit peu la vallée de la Marne. Le gros point au niveau de Saint-Quentin est un peu faussé puisqu'il y a un hôpital militaire et beaucoup d'hommes vont mourir à cet hôpital militaire après coup. Mais voilà, vous avez un aperçu ici des zones d'intensité, quelque part, en fonction des densités de morts pour la France.
Et sur le côté en haut à droite, vous avez un diagramme que nous avons réalisé avec ces mêmes sources qui permet d'évaluer les grandes phases d'intensité de combat dans ces 4 semaines que je viens d'aborder au cours de cette conférence. Le tout début, le choc, les combats de tirage, qui sont importants, mais qui sont moins importants au final que les combats du mois de juin, puisque vous avez le pic le plus haut, c'est le 8 juin, je le disais tout à l'heure, avec 616 morts. Et les pertes allemandes qui vont être assez colossales aussi, hein. On l'oublie souvent, mais quelque part on se dit l'armée française, elle ne s'est pas battue. Bon, de toute évidence, vu le nombre de pertes, elle s'est battue, mais elle s'est aussi très bien battue, puisque l'armée allemande aussi a eu énormément de pertes. Côté français, si on devait terminer sur la question des pertes, je dirais que vous en avez le plus jeune, il s'appelait Amouche Bounjema Menamar, il avait 14 ans, il a été tué à la Capelle le 16 mai. Le plus âgé s'appelait Léonard César Désiré Delaby, il avait 60 ans, il a été tué le 16 mai 40 à Dizilbourg. Majoritairement, c'était des hommes qui sont morts dans l'Aisne, originaires de Rhône-Alpes et de Bretagne, puisque c'était des divisions constituées d'hommes qui venaient de là-bas. Et surtout, je vous le disais, donc, des hommes qui sont pour beaucoup enterrés ici. 1417 soldats français reposent sur le territoire axonais. Vous en avez à Soupir numéro 2, majoritairement à Amblemie, à Flavigny-Petit aussi, du côté de Guise, à Saint-Quentin et à Champs. Mais je le disais un instant, en fait, il n'y a pas que les pertes françaises, puisque quelque part, en mesurant les pertes allemandes, on peut aussi avoir un aperçu de la violence que la résistance française leur a accordée. Et au cimetière militaire du fort de la Malmaison, on dit souvent c'est des morts de la Seconde Guerre mondiale. J'ai déjà entendu que c'était des morts de la Première Guerre mondiale. Je corrige tout de suite, ce sont des morts de la Seconde Guerre mondiale, tous. Ce sont des cimetières de rassemblement. Vous allez avoir les 2 tiers, comme je passerai devant, vous y penserez maintenant, quand on passe au bord de la route. Les 2 tiers du cimetière du fort de la Malmaison sont des morts de 40. Vous avez 11 841 tombes au fort de la Malmaison. 7 151 sont des morts tombés dans l'Aisne. C'est énorme. 7 151 combattants allemands tombés dans l'Aisne en 40 contre 5 000 soldats français. Donc 4 semaines de combat qui vont être extrêmement denses. Et aujourd'hui, la mémoire des combattants, elle perdure, donc à travers des monuments, comme ce monument, celui du 27e BCA à Bron-la-Noix, comme beaucoup d'autres que j'ai essayé de vous montrer au fur et à mesure de cette conférence, en sachant qu'à l'heure actuelle, à part à Troll-l'Ivoire, où il existe un monument qui rend hommage aux Français et aux Allemands, il n'existe pas de monument à l'initiative des Allemands pour souligner l'épreuve qu'a pu être la bataille de France pour eux dans le secteur. Alors que, on le voit, les pertes ont été extrêmement conséquentes. Et c'est sur ces images que je vous remercie pour votre attention.